Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant. Faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Bienvenue à toutes et à tous dans ce 100e épisode du Verre à moitié plein. Le temps passe très très vite. Pour cette édition spéciale, on s'est dit qu'on allait vous dévoiler les coulisses du podcast et répondre à toutes vos questions. Alors pour cela, j'ai tout simplement fait appel à mes collègues Solène et Blandine. L'épisode sera structuré donc en deux grandes parties. La première, ce sera une réponse aux questions que les auditeurs nous ont posées sur Instagram. Donc c'est des questions générales sur le tourisme durable et surtout comment faire du tourisme durable, les difficultés qu'on peut avoir, etc. Et nous, on va essayer de partager tout ça avec nos propres expériences, à la fois comme voyageuses et à la fois comme personnes qui travaillent dans ce secteur-là depuis quelques années maintenant. Et la deuxième partie, je vous propose de discuter ensemble du futur du tourisme par rapport au sondage qu'on a fait sur Instagram sur 3 tendances 2024. Donc c'est un podcast un peu différent d'habitude, c'est pas une interview, c'est plutôt on est là, on va discuter ensemble. Donc on espère que ça vous plaira. Comme ça vous pourrez un peu mettre, j'allais dire des visages, mais mettre des voix, des personnalités sur Floqueo, donc qui est l'entreprise derrière le podcast. J'espère que ça va vous plaire. Bonne écoute à tous. Coucou les filles, bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente de faire ce 100e épisode avec vous aujourd'hui. Alors je vous propose quand même de vous présenter rapidement, d'expliquer ce que vous faites chez Floqueo et après on passera directement aux questions des auditeurs. Bonjour tout le monde, ravie également de participer à ce 100e épisode du podcast. Alors moi c'est Blandine et chez Floqueo je m'occupe de la partie événementielle et partenariat. Donc j'organise des ateliers culturels et des ateliers de sensibilisation environnementale. Et sur la partie partenariat, je recherche à créer un réseau de personnes qu'on appelle les ambassadeurs qui vont dans leur pays essayer de diffuser nos études environnementales. Bonjour à tous, c'est Solène de Floqueo. Je m'occupe de la partie commerciale et communication. Donc je vous cherche des petites pépites à retrouver sur notre site internet et je vous inspire de voyages durables sur Instagram, Facebook et TikTok. Merci les filles. On va commencer avec la première question, enfin les premières questions. C'est Arthur et Eva qui nous demandent en quoi était-ce important pour nous d'intégrer une entreprise qui travaille dans le tourisme durable et quelles études on a faites pour travailler chez Floqueo, faire le podcast et globalement en fait comment nous est venue cette sensibilisation au tourisme durable. De mon côté, j'ai pas fait d'études dans le tourisme durable en particulier, mais j'ai fait des études dans le tourisme, j'ai un master en tourisme. Et en fait, c'est au travers des différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir que j'ai voulu ensuite transitionner un petit peu vers un tourisme plus durable. J'ai notamment eu l'occasion de travailler pour des croisiéristes et en fait de voir à quel point la partie environnementale et la partie humaine n'étaient pas respectées. Ça m'a fait un choc et donc j'ai eu envie d'ajouter ma pierre à l'édifice et de travailler en fait pour le tourisme durable. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une entreprise qui est en adéquation avec mes valeurs. De mon côté, les études que j'ai faites, c'est une licence en commerce international, puis après un master en management international. Donc ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est surtout le côté international qui me plaît. Le voyage était toujours assez important pour moi. De même que la sensibilisation environnementale, on en parlera après, je pense que c'est un cheminement qui est toujours en évolution. Mais j'avais déjà un petit peu cette sensibilité environnementale, donc une offre
provenant de Flokéo, qui est une boîte dans le tourisme durable et la sensibilisation environnementale. Ça a tombé vraiment sous le sens pour moi, donc c'était chouette. Et moi, c'était un peu comme Solène. En fait, c'est venu d'un choc, on va dire, que j'ai eu. Je savais pas trop quoi faire après le bac. Du coup, j'ai fait une licence dans une école de commerce spécialisée en hôtellerie internationale de luxe. On va dire que l'écologie n'est pas vraiment la priorité, que ce soit côté élèves ou côté les profs ou les hôteliers, les professionnels pendant les stages. Et j'ai toujours été sensibilisée à l'écologie. Donc, il y avait plein de choses qui me choquaient. Par exemple, une fois, on était en pratique en cuisine. Et il y avait donc les pratiques duraient une semaine. Et il y avait un robinet qui coulait tout le temps, qui était cassé. Et en fait, les chefs le voyaient, mais ils s'en fichaient complètement. Et donc, on était quelques élèves à être allés voir les chefs et à leur dire vous avez vu, le robinet il coule, faudrait peut-être faire quelque chose quand même, c'est pas normal. Et ils nous répondaient qu'ils en avaient absolument rien à faire. Donc voilà. Ou autre exemple, on était en cours, on parlait d'écologie, et il y a un élève qui s'est levé, qui a pris la parole en parlant très très fort et en disant non mais sérieusement, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de l'écologie, quoi. Et du coup, j'ai plein de petites anecdotes comme ça tout le temps pendant 3 ans, où je me suis dit un peu flemme de rester dans ce milieu, j'ai pas la force d'essayer de les faire changer. Du coup, je me suis dit que j'allais aller voir ailleurs. Et après, j'ai fait un master communication, sciences sociales et tourisme. Cette deuxième anecdote, Élise, elle est folle parce que c'était il n'y a pas si longtemps. T'es pas si vieille que ça. C'était... ma licence, c'était 2017-2020. Ouais, voilà. Je pense qu'on pourrait se dire que ça, on l'entendait il y a 30 ans, éventuellement, mais d'accord. Non, c'était il y a 4-5 ans, quoi. Waouh. Voilà. Mais c'est le monde de l'hôtellerie de luxe. Si vous ne connaissez pas cet univers, vous ne pouvez pas vous imaginer les trucs qu'il y a. Donc, voilà, je n'ai pas vraiment envie de rester là. C'est aussi notre rôle, nous, en tant que professionnels du tourisme, de faire évoluer les consciences. Totalement. C'est pour ça qu'on a le podcast, les articles, informer un petit peu. C'est compliqué d'informer ceux qui ne sont pas déjà intéressés par le sujet. C'est compliqué d'aller leur faire écouter un podcast d'une demi-heure ou 1 heure sur le tourisme durable si ils disent que l'écologie, on s'en fiche. Mais on est un peu utopique ici. Il y a Théo qui nous demande si on pratique le tourisme durable à titre personnel. Je pense que toutes les 3, on essaye le plus possible de voyager avec des modes de transport doux, que ce soit le vélo, le train, le bus. Sûrement qu'on pourrait ajouter le fait que est-ce qu'on voyage durable, c'est en cours, c'est un processus. Totalement, c'est pas facile. Hein. Ouais, ça se travaille. Il y a des voyages qu'on arrive à faire de manière la plus durable qu'on peut, et puis 6 mois après, on a un voyage un petit peu moins durable. Enfin, voilà, pour répondre à la question de l'auditeur qui a demandé, on essaye, on fait du mieux qu'on peut, on s'engage, et puis on peut toujours améliorer. Il y a certaines difficultés quand on essaye de voyager, notamment seul, et aussi quand on est une femme. C'est la question de la sécurité, notamment si on voulait traverser les océans en bateau. C'est parfois une vraie question que moi, personnellement, je me suis posée, de comment rejoindre, par exemple, les États-Unis en bateau. Après recherche, c'est vrai que déjà, c'était coûteux. Les agences de voyage n'étaient pas capables de trouver du coup et de réserver un voyage comme ça. Tu as fait des demandes auprès de certaines agences de voyage. Tout à fait. Pour m'aider un petit peu dans cette typologie de voyage. Et en fait, la question de la sécurité en tant que femme seule sur un bateau se posait aussi. Et ça a été un des freins pour un voyage plus doux. Alors on s'entend, le cargo, c'est pas forcément le voyage plus doux. Mais ça peut parfois être une alternative à l'avion et une expérience en soi. Donc c'est vrai que parfois il y a des contraintes aussi, des difficultés, des petites choses qui se mettent devant nous quand on veut voyager durable, que parfois on peut pas passer outre. Et donc on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours évident. Puis il y a l'argent aussi. Il y a une étude de Greenpeace qui est sortie l'année dernière, qui disait qu'en France, le train est 2,6 fois plus cher que l'avion. Donc forcément,
Pour la plupart des gens, l'argent, c'est le facteur de décision principal. Et s'il y a un billet d'avion à 40 € aller-retour et un billet de train à 150 € rien que l'aller, et je dis cet exemple parce que je l'ai vu très récemment, forcément le choix est très très vite fait, même si on est très très écolo, quoi. Après, il y a aussi le fait de ne pas voyager aussi. Après, c'est là où il y a un vrai problème, c'est en effet les différences de prix que tu mentionnes entre l'avion et le train. C'est fou, enfin, ça ne devrait pas être le cas, c'est parce que l'avion n'est pas taxé sur pas mal de choses, notamment le kérosène, qu'il est énormément subventionné aussi. Oui, les par lignes rapport au low train. cost sont subventionnées par les départements, par les régions. C'est vrai qu'avec l'arrivée du low cost sur le marché du tourisme, ça a été une révolution. Ça a rendu le voyage dans d'autres destinations possible à tous. Mais du coup, à quel prix ? Il y a vraiment cette question de balance entre l'accessibilité pour tous au voyage versus l'empreinte carbone qu'on laisse après ce type de voyage, mais aussi dans le mode de consommation de ce dernier, dans le sens où maintenant on part beaucoup plus facilement sur un week-end court, en Portugal, en Espagne. Donc la question se pose en fait de est-ce que l'accessibilité est vraiment bonne, ou est-ce qu'elle est au contraire elle est pesante pour les destinations, pour l'environnement. Elle apporte de l'argent, donc c'est clairement ça. Je faisais un podcast avec un CRTL, c'est un comité régional du tourisme et des loisirs, et la personne me parlait du fait qu'il fallait absolument prendre les mobilités douces et que la question du prix n'était pas vraiment un problème parce qu'il fallait partir du principe qu'en avion on ne payait pas le juste prix, et donc il ne fallait pas prendre l'avion. Et au même moment, il y avait dans la région 2 nouvelles lignes d'avions qui ont été ouvertes. Et du coup, je disais à la personne, mais c'est paradoxal parce que c'est la région qui finance ces avions, en partie. Et la personne m'expliquait donc pourquoi il y avait ces lignes qui étaient ouvertes et qui étaient subventionnées. Elle disait que c'est parce que ça ramenait des touristes et du coup, ça amène de l'argent sur le territoire. C'est juste aussi bête que ça. On fait vivre sa région, on accueille beaucoup de monde, mais en fait, par exemple, Étretat, qui est extrêmement attractif, même trop attractif. La question de l'attractivité versus le sous-tourisme est très importante, et quand on voit que, en effet, c'est génial, il y a des quarts de touristes qui viennent à Étretat, ça fait fonctionner l'économie locale, ça c'est top, mais derrière, en fait, l'érosion de la falaise, elle est là. Il y a le côté social aussi, peut-être surtout dans les grandes villes, mais quand dans les centres-villes, à Paris, à Barcelone, il n'y a quasiment plus que des Airbnb parce que forcément c'est plus rentable de louer une semaine 1 000 € qu'un mois 1 000 €, et que donc tous les centres-villes deviennent des Airbnb et que les habitants doivent aller se loger toujours de plus en plus loin. Là aussi, c'est un problème. Le tourisme apporte, mais le tourisme aussi fait du mal. Maintenant, on a une question de Léa qui nous demande le voyage qui nous a le plus marqué et qui nous demande des destinations conseillées pour faire ses premiers voyages durables. Une destination que je pourrais conseiller à Léa pour débuter dans les voyages durables, ce serait d'aller dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Orientales par exemple. C'est un endroit magnifique où il y a une diversité de paysages assez impressionnante et où on peut faire du tourisme d'aventure, certes, parce que c'est dans les montagnes et que ça coule de sens, mais aussi du tourisme vraiment repos, déconnexion. Aller à la mer aussi. Ouais, totalement. Bonne nourriture montagnarde. Culture catalane. Ouais, il y a vraiment plein de choses à faire, donc ça peut être une super idée, puis c'est assez facilement accessible en train. Le train jaune, c'est là-bas, je crois. Ouais, il y a le petit train jaune qui fait un bon petit parcours dans cette partie-là des Pyrénées-Orientales. Et c'est juste magnifique, été comme hiver. Je crois qu'en hiver, parfois, il ne peut pas circuler selon les conditions. Mais on a des paysages sublimes. Et c'est un vieux train jaune. Et pour l'expérience, c'est vraiment génial de le faire. Ouais, c'est comme ce que nous disait Nicolas Breton de Guitao, de choisir une destination en fonction de l'expérience et pas en fonction de la destination.
Donc là, se dire j'ai envie de vivre l'expérience de ce train jaune. Et donc ça nous amène à visiter les Pyrénées-Orientales, ça nous amène à découvrir la culture catalane, alors que on se serait pas forcément dit tiens, si on allait dans les Pyrénées-Orientales. Enfin ça, c'est du coup un conseil de Nicolas de Guittao, mais c'est un bon conseil. Moi, je vous recommanderais 2 destinations, une plus connue et une un peu moins connue. Premièrement, Copenhague, qui est facilement accessible en train et où justement il y a déjà cette conscience de la durabilité sur cette destination. Donc tout est accessible facilement en transport en commun, en vélo. On peut même aller autour de Copenhague pour visiter en partant tout simplement avec un train. C'est accessible, c'est simple. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et la deuxième destination, qui est un peu moins connue, ce serait dans le nord de l'Angleterre. C'est la ville de York. Donc c'est une petite ville. Tout est faisable à pied. C'est une ancienne ville médiévale avec beaucoup de musées, un très grand charme et plein de belles découvertes culturelles à faire. Accessible aussi en train et proche de différentes villes très connues aussi. Je pense à Newcastle, à Édimbourg. Donc ça peut être l'occasion aussi de faire un beau voyage et de découvrir une nouvelle culture et une nouvelle architecture. N'importe où, en fait, en France ou en Europe, un endroit facilement accessible en train, un endroit peut-être qu'on ne connaît pas forcément, peut-être se prendre une carte et mettre un peu le doigt au hasard. Et ça peut être marrant aussi comme concept. Clairement, ça peut faire découvrir des destinations autrement, se challenger un petit peu. Il y a des sites qui existent aussi sur lesquels on peut juste chercher un voyage en train. On met la destination depuis laquelle on part. Et ensuite, ça nous propose plein de destinations vers où aller en train. Donc ça peut être un endroit où on veut aller. Et en fait, on peut trouver un endroit accessible à 4-5 heures de train et réserver ses billets et ensuite partir. Ça mâche un peu une grande partie du travail d'aller chercher comment se rendre à tel endroit de manière un peu plus responsable. Comment il s'appelle ce site ? T'en as plusieurs. Je pense à Ourail, Tic Tac Trip. Ensuite, on a des agences de voyage comme Discovery Train qui proposent aussi la réservation d'un hébergement, mais aussi du trajet. Je pense aussi à un autre conseil, c'était Léa et Azélie de Paroles de Patrimoine qui l'avait donné dans un podcast qu'on avait enregistré ensemble. Elle disait de prendre une carte de son territoire, de là où on habite, et de cocher ou de colorier les endroits ou les randonnées où on est déjà allé, et en fait de se rendre compte déjà de tout ce qu'on n'a pas fait et de l'immensité des possibilités qu'il y a à faire rien qu'à côté de chez nous, et ça peut nous donner des idées, et c'est plus visuel d'avoir une carte, et ça apporte aussi un aspect un peu ludique à la chose. À l'inverse, on a une autre question qui nous dit quelle est l'expérience ou la destination qui nous a le plus déçus. Pour moi, c'est pas tant la destination qui m'a déçue, mais c'est plus ce qui s'y passait, c'est-à-dire le surtourisme. Je pense à Vancouver, j'ai eu l'occasion d'y passer 6 mois. Je travaillais pour un tour opérateur du tourisme sur cette région et on avait des journées qui avaient différentes couleurs en fonction du nombre de personnes qu'on pouvait attendre sur la région de Vancouver. Et on avait des journées qui étaient noires assez régulièrement avec beaucoup de personnes qui arrivaient. J'ai encore cette image des différents bateaux de croisière qui arrivaient. Il n'y avait pas assez de place en fait pour amarrer les bateaux. Et donc ils devaient aller s'amarrer en dehors du port. Donc ils déposaient les personnes et ensuite ils allaient se mettre en plein milieu de la mer pour attendre que la journée passe. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a choquée et qui m'a aussi un peu déçue sur cette destination. Le fait que les gens venaient tout simplement pour faire la destination. Prendre le premier bus touristique, juste faire le tour, consommer, être là pour être là. Oui, c'est ça, parce que si je me trompe pas, dans les croisières, les bateaux font des stops sur la journée et la ville, le lieu dans lequel le bateau s'arrête pour la journée ne bénéficie pas en fait de ce tourisme. C'est juste une grosse charge de personnes qui arrivent d'un coup,
qui consomment pas forcément sur place? En fait, il y a 2 choses différentes avec les croisières. Premièrement, il y a les villes qui accueillent les personnes pour monter sur les bateaux. Donc on a Vancouver, mais je pense aussi au Havre, par exemple, donc qui accueillent certains bateaux de croisière. Donc les gens viennent de différents horizons, en avion, en train, et ensuite embarquent. Donc là, ils vont passer peut-être 1 ou 2 nuits sur cette ville, avant d'embarquer ou après l'embarquement, enfin quand ils reviennent, après leur croisière. Donc là, il y a une petite retombée économique sur ces destinations-là. Mais il y a aussi ces bateaux qui s'arrêtent juste une journée dans une ville, ou voire même 2 jours, mais où les gens dorment en fait sur le bateau quand même. Donc là, il y a moins de retombées économiques. Et on va pas se mentir, sur une journée, c'est assez court pour faire une ville. Et on a quand même pas mal de bateaux de croisière, de grandes chaînes, qui proposent eux-mêmes des tours guidés. Donc l'argent que vous allez dépenser pour un tour guidé va retomber dans tous les cas à la compagnie de croisière et pas du tout à l'économie locale. Mais ouais, c'est marrant que ton exemple ce soit du surtourisme parce que moi j'avais rapidement réfléchi à la question et la première destination qui me vient en tête quand je pense à des déceptions que j'ai pu avoir, c'était Dubrovnik. J'étais allée en colonie de vacances dans les Balkans et c'était en plein mois d'août et il y avait quelques jours à Dubrovnik. Donc déjà il faisait plus de 40 degrés, je me rappelle, il faisait 41, 42, enfin c'était assez impressionnant. Donc il y avait la moitié des personnes de la colo qui faisaient des installations, donc ça gâchait pas mal le plaisir. Mais surtout, la ville était noire de monde. Enfin, c'est une petite ville médiévale, donc c'est des petites rues. Tout est fait pour le tourisme, donc il n'y a rien de vraiment authentique. À moins d'aller, j'imagine, en périphérie. Nous, en l'occurrence, on n'y est pas allé. Les prix sont exorbitants. Je me rappelle du coca à 5 €, et c'était en 2016. Et surtout, le monde, en fait. En gros, il y a des remparts, et donc c'est super sympa de faire le tour de la ville en passant par les remparts. Comme ça, on a une vue sur la Méditerranée, enfin sur la mer Adriatique, et une vue sur donc, la ville. Et en fait, c'est pas la ville qu'on voit, mais c'est les foules. C'est assez impressionnant, et du coup assez décevant, parce que même si on s'imagine bien que la ville est magnifique, mais en fait, on n'en profite pas. Donc, on avait juste une seule envie, c'était de rentrer, quoi. Voilà. Et toi, Blandine, est-ce que tu as une déception en particulier en voyage? Celle à laquelle je peux penser, ça va être mon expérience du Vietnam, donc rien à voir avec la destination elle-même, mais en fait, je l'ai fait dans un contexte où j'étais en voyage avec des amis en Thaïlande, et on s'est dit, tant qu'on est là, autant faire la destination, comme tu disais Solène tout à l'heure, autant faire le Vietnam, parce que c'est à côté, et c'est un peu cocher une case, en fait, c'est assez terrible quand j'y pense. On est resté quelques petits jours au Vietnam, on voulait juste se dire, on a fait le Vietnam, alors qu'on n'a rien vu du tout, on est resté vraiment à peine le temps de voir les finalement plus grosses attractions touristiques du lieu dans lequel on était, parce qu'on a tapé que faire dans telle ville, et donc forcément on se retrouve dans les grandes attractions touristiques. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me viendrait même plus en tête maintenant, mais il y a quelques années j'ai fait ça, et donc en fait je n'ai rien vu du Vietnam, mais c'est hyper dommage parce que c'est un super pays qui a plein de choses à nous faire découvrir, mais moi je l'ai fait cocher en quelques jours. Donc, voilà, retenez, Blandine n'a pas aimé le Vietnam. Non, j'ai pas dit ça. Non, ça c'est juste pour pouvoir faire un réel qui cartonne sur Instagram. Mais oui, c'est une vision hyper consumériste du voyage, avoir la petite carte à gratter, et hop, le Vietnam, ça c'est fait, le Laos, la Thaïlande, c'est bon. On va pouvoir raconter à tout le monde qu'on a fait l'Asie du Sud-Est. Totalement. Et je sais pas si vous connaissiez ces personnes qui disaient qu'elles avaient fait un pays parce qu'elles étaient allées en escale dans l'aéroport. C'était moi. Voilà. Moi, j'ai fait tous les pays d'Europe, et en fait, pour l'Angleterre, c'est juste une escale à Londres. C'est clairement moi, sur ma carte à gratter. J'avais gratté Vienne, enfin, un petit morceau de l'Autriche, et là, à Istanbul, parce que j'étais allée en escale dans ces 2 villes. Notre chère collègue Solène est malade, et comme ça fait 2 fois qu'on enregistre, ça commence à être un petit peu compliqué pour elle. Vous avez intérêt à aimer, liker, partager le podcast, parce qu'on a beaucoup donné. On donne du nôtre. Dites-vous que là, il est 18 h, on a commencé
À 13h30, l'installation. Laissez 5 étoiles. Oui, 5 étoiles sur Spotify, s'il vous plaît. C'est très très important pour le référencement. On a une nouvelle question. Comment voyager durablement quand nos proches s'en fichent? Très bonne question. Pour démarrer, je dirais que c'est comme toute sensibilisation, en fait, parlez-leur de la problématique doucement, étape par étape. On peut commencer par exposer le problème. Tout le monde sait que prendre l'avion à outrance, c'est pas bon pour l'environnement, ça oui, mais on n'a pas forcément de mesures pour se rendre compte. Par exemple, le fait qu'un aller-retour Paris-New York, ce soit 1 tonne d'émissions de CO2. Les ordres de grandeur. Ouais, c'est ça. Donc voilà, se dire que ça représente la moitié du quota carbone auquel on aura le droit en 2050 si on veut respecter les accords de Paris, à savoir 2 tonnes d'émissions de CO2 équivalent par an et par personne. Voilà, ça aide un petit peu déjà à comprendre la problématique, ça peut être un bon début, je dirais. Quand on sait aussi que 1 tonne, c'est l'émission par personne des administrations françaises, ça part vite. Clairement. Comment attirer ses proches pour faire du tourisme durable? Je pense qu'il ne faut pas parler de tourisme durable. Il faut mettre en avant d'autres choses. Le fait que ce soit plus joli, plus fun, une nouvelle expérience, un peu insolite. Mettre en avant d'autres aspects plutôt que le fait que ce soit éco-responsable. Et aussi, je pense qu'il faut y aller petit à petit. Rome ne s'est pas fait en un jour. Pareil, les voyageurs durables ne sont pas devenus engagés en un jour. On a tous fait des erreurs et on y allait tranquillement. On ne peut pas du jour au lendemain changer toutes nos habitudes. Donc si vous prenez vos amis et qu'ils n'ont pas l'habitude de camper et que tout d'un coup vous les mettez dans la nature et dans un sac de couchage, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient et qu'ils veulent renouveler l'expérience. Mais si vous y allez petit à petit avec eux, vous leur montrez 2-3 trucs, un peu de confort quand même, ils vont vouloir ensuite aller plus loin. C'est pareil pour le tourisme durable. Ouais, je pense qu'il faut éviter les discours trop extrémistes et qui peuvent être pris comme trop moralisateurs parce que les gens, en fait, se braquent directement. Je pense par exemple à Jean-Marc Jancovici qui avait dit à Léa Salamé sur France Inter qu'il fallait se limiter à 4 vols dans sa vie. Et ce qu'en soit est vrai si on veut respecter l'accord de Paris, etc. Sauf que tout le monde n'est pas forcément prêt à entendre ça. Du coup, les gens peuvent se braquer, se dire mais qu'est-ce qu'il a celui-là, qu'est-ce qu'il me veut, ma famille habite à La Réunion, ça veut dire que je les vois plus que 4 fois dans ma vie, des choses comme ça. Et moi, je trouve que c'est un peu extrême. Et je confirme ce que tu disais sur le fait de ne pas dire tiens, la prochaine fois, on fait un voyage durable. Par exemple, là, je prépare un voyage en Italie avec ma mère. Et moi, je voulais faire un truc en train cette année en Europe. Et donc, comme ma mère adore le train et adore l'Italie, je lui ai dit, viens, on va faire un tour d'Italie en train. On part d'Avignon et ça va être chouette. Mais à aucun moment, je lui ai dit, viens, on va faire ça parce que c'est éco-responsable. Parce que juste, c'est pas que ça l'aurait énervé, mais elle s'en fiche, quoi. C'est pas ça qui l'aurait intéressée. Elle, juste ce qu'elle veut, c'est qu'elle aime bien prendre le train et elle adore l'Italie. Donc voilà. Mais si je lui avais dit, viens, on va 1 semaine à Naples en avion, elle aurait dit oui aussi. Mais voilà, je pense que la manière d'aborder les choses. On n'est pas tous égaux par rapport au voyage durable. Le voyage peut être équitable, mais pas égal. Je pense aux personnes qui n'ont pas de moyens financiers ou aux personnes à mobilité réduite ou avec un handicap. On ne peut pas voyager tous de la même manière. Donc il faut vraiment ajouter cette notion d'équité. C'est pour ça que le côté moralisateur peut déplaire. Les personnes qui disent il faut absolument voyager à vélo, tout le monde peut faire du voyage à vélo. En théorie, plus ou moins. En pratique, on va pas se mentir, c'est un peu plus compliqué. Même si c'est très très chouette de montrer qu'on peut faire des grands voyages à vélo, mais juste ne pas dire dans le futur tout le monde devra voyager à vélo parce que juste les gens ça les énerve, quoi. Et puis ils se sentent pas concernés en fait. Aussi, donc ils vont pas écouter. Voilà. Donc on perd la possibilité de toucher plus de monde avec un discours un petit peu différent, un petit peu plus étape par étape, quoi. Peut-être un conseil que j'aimerais donner aussi pour voyager plus durable quand ses proches n'en ont pas l'habitude, c'est de ne pas hésiter à
prendre ses propres décisions. On peut être en voyage en famille avec une activité qui est prévue dans la journée qui n'est pas éthique selon nos valeurs. Dans ces cas-là, ne pas hésiter à se retirer de l'activité simplement. Déjà, je pense que certaines personnes vous suivront. Et puis en tout cas, ça posera la question auprès des autres. Et donc ça, c'est planter une graine et ça reste intéressant. À l'inverse, je trouve que c'est une super bonne idée de éventuellement proposer en fait une activité durable sur un voyage familial qui a priori est assez traditionnel. Comme tu dis, on peut se retirer d'une activité, mais on peut aussi en proposer une. C'est comme pour les repas. Parfois, on mange la viande à tous les repas en famille. Dire cette fois-ci, c'est moi qui fais à manger, on teste végé. Avec mon copain, c'est notre mission en ce moment. Dès qu'on a des week-ends en famille, souvent on est assez nombreux, donc c'est chaque personne ou couple qui ramène de quoi faire un repas. Et donc c'est notre mission depuis quelques années. Notre repas est toujours végétarien. Les autres pas encore, mais petit à petit on espère que ça va venir. Cette année, j'ai acheté à Noël du faux gras. Qui ne ressemble pas du tout à du vrai foie gras, mais qui par contre est une vraie réplique d'un pâté, un pâté industriel. Donc ma foi, c'est bon. Et ça a fait son petit effet. Ça a permis d'ouvrir une discussion. Et les personnes... en fait, au début, je l'avais acheté pour mon frère, qui ne mange pas de foie gras. Et en fait, c'est pas tant lui qui a apprécié, mais c'est mon grand-père et ma mère, qui sont les deux personnes les moins ouvertes à ne pas manger de foie gras. Mais voilà, donc oui, osez proposer des choses différentes à vos amis, à votre famille, à votre copain, copine. Il y a 2 questions d'ailleurs, je ne sais pas laquelle poser en premier parce qu'elles sont un peu liées à ce qu'on vient de dire. C'est comment ne pas culpabiliser et comment voyager durablement quand on n'a pas d'argent. Je vous laisse choisir celle à laquelle vous souhaitez répondre en premier. Pour ne pas culpabiliser, je pense que c'est déjà important de faire de son mieux, tout simplement. Donc se renseigner au maximum avant le voyage, d'essayer au moins. Parfois c'est pas possible, mais c'est important d'essayer. Par exemple, là on va partir en voyage à Berlin, on va prendre le train de nuit pour l'aller, mais en fait pour le retour c'était pas possible, puisqu'il y avait plus de place et que sur les dates ça fonctionnait pas. Donc on a essayé, on a regardé, on a quand même gardé l'option du train, donc train de 2 jours. Mais voilà, faire de son mieux pour trouver la bonne alternative. Ça aurait été simple pour nous de prendre l'avion, ça nous aurait causé moins de soucis logistiques. Mais en fait, on a vraiment essayé d'aller au mieux pour aller sur ce voyage. C'est déjà ça aussi. Et puis, personne n'est millionnaire et personne n'a un temps infini. Donc, si on a un temps infini, si on a beaucoup de temps, par exemple, pour faire une traversée de l'Atlantique en voilier, go. Mais il faut se dire que si on ne peut pas le faire parce que on a un travail avec 5 semaines de congés payés par an. Et encore, on est chanceux en France parce qu'on a 5 semaines de congés payés par an. En conseil, j'aimerais bien donner aussi le fait de parfois se challenger un petit peu, étudier toutes les différentes options pour se rendre dans un lieu. Et je prendrai comme exemple le voyage que j'ai fait l'an dernier en train jusqu'en Norvège. On a fait ce choix-là de partir en train, alors qu'a priori, c'est une question que je ne me serais même pas posée. J'aurais peut-être pris l'avion directement. Et les personnes avec qui j'ai fait ce voyage avaient cette envie-là. Et en fait, on a regardé. Ça demande de l'organisation, mais ça s'est fait très bien et c'était une expérience vraiment géniale. Je ne vais pas trop raconter parce qu'on a déjà fait un podcast, Élise, ensemble là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller l'écouter. Mais pour autant, ça a été un petit challenge qu'on s'est donné et ça a été finalement un super voyage dont on est hyper fiers aujourd'hui, en fait. Et je pense qu'on peut faire la transition avec comment voyager durablement quand on n'a pas d'argent. Parce qu'on peut dire, ouais, ça a dû vous coûter super cher d'y aller en train, sauf que vous avez utilisé le pass Interrail. Ouais, exactement. Et du coup, ça nous est revenu très probablement moins cher que l'avion. On n'avait pas fait les recherches jusqu'au bout pour l'avion parce qu'on n'a jamais envisagé, mais on avait essayé de regarder le prix et
je pense que ça nous serait revenu même plus cher en avion. En fait, avec le pass Interrail, on achète des jours de voyage en Europe. Donc, c'est-à-dire que on peut dire on voyage 6 jours en Europe pendant 1 mois. Et après, on peut voyager autant qu'on veut dans ces 6 jours-là, dans les pays partenaires du pass Interrail. En plus de ça, c'est une sacrée expérience que vous avez vécue. Vous avez pu vous arrêter un peu, visiter, et puis on voit encore les images du train quand vous êtes arrivé en Norvège. Ouais. C'est impossible de voir ça en avion. Ah non, clairement. On a vu des paysages, oui, comme tu dis, qu'on n'aurait jamais vu sinon. On a vu l'évolution des paysages aussi. Quand on voyage en avion, on part d'un endroit donc avec l'architecture de notre ville qu'on connaît et on arrive dans un pays complètement différent. Alors que là, vraiment, on peut voir les paysages qui évoluent, les maisons qui sont différentes, la végétation qui est différente. Et ça se coupe pas comme ça d'un pays à l'autre comme on a l'impression quand on voyage en avion. Et peut-être une dernière chose là-dessus, c'est qu'on vient de recevoir notre album photo de ce voyage et un bon tiers des pages est consacré au voyage, que ce soit l'aller ou le retour, parce que finalement ça fait tellement plus partie de l'aventure déjà qu'il y a tellement de choses à dire, à voir et à raconter juste sur le voyage, donc c'est rigolo. On a tendance à croire que le transport, le voyage commence une fois qu'on est arrivé sur la destination. Mais en fait, le voyage commence dès qu'on monte sur le moyen de transport qu'on utilise pour se rendre à la destination. Totalement. On a une dernière question. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'entends de plus en plus parler de compensation carbone, mais je ne comprends pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez m'expliquer et est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» Je pense déjà qu'il ne faut pas parler de compensation carbone, mais de contribution carbone. Parce qu'en soi, la compensation, c'est un peu utopique. On contribue plutôt à la réduction des émissions de carbone qu'on a effectuées plutôt qu'à la compensation de ces dernières. Ouais, totalement. Et il faut donc vraiment faire attention à ce terme-là. Et d'ailleurs, ça peut être un moyen grâce auquel vous pouvez vous rendre compte que vous êtes face à une entreprise qui fait du greenwashing. C'est quand on vous parle de compensation carbone à 100% notamment. Je suis tombée sur un site d'une agence de voyage très récemment qui promettait à tous ses clients une compensation carbone de 100% de leurs émissions grâce à de la plantation d'arbres. Et alors là, gros red flag, faites attention. Oui, les arbres capturent énormément de CO2, c'est un puits carbone qui est hyper important. Tout au long de leur vie, en fait, ils séquestrent du CO2. Mais il y a plusieurs choses à savoir. Quand on vous propose de planter des arbres en échange d'un voyage en avion, par exemple, déjà, cet arbre, il va être planté, donc il va mettre des années et des années avant de pouvoir séquestrer tout le CO2 que vous avez émis en prenant ce voyage en avion pour rester sur cet exemple. Rien ne dit que cet arbre ne va pas être victime d'incendie, de vent fort qui va le casser, ou encore plus triste, de la déforestation humaine en fait. Donc c'est ça. Après, on parle aussi de quelles espèces d'arbres peuvent être mises. Pas tous les compensations et les personnes qui plantent des arbres ont une connaissance assez poussée des écosystèmes, des lieux dans lesquels ils plantent les arbres. Donc voilà, ça fait des forêts qui sont beaucoup plus fragiles, ça fait des écosystèmes qui ne sont pas stables. Donc voilà, les arbres sont très intéressants, mais il faut faire très attention et on ne peut pas arriver avec une compensation juste grâce à de la plantation d'arbres. En tant qu'entreprise, on contribue, nous, à nos émissions carbone, au travers notamment de la rénovation énergétique. C'est un moyen qui est peu connu pour l'instant, mais qui permet aussi de contribuer un petit peu aux émissions qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on donne une partie, en gros, je pense c'est le kilogramme de CO2 à un tarif. Et en fait, on va donner le montant calculé des émissions carbone à une association qui fait de la rénovation énergétique chez des personnes qui n'ont pas les moyens de faire ces rénovations. Donc ça, c'est un super moyen de s'en sortir un petit peu avec ces émissions carbone, mais le principal, c'est quand même l'émission qui n'a pas été faite et tout simplement la réduction. Mais comme dans un monde réaliste, c'est impossible de réduire à 0 kg. Si on a les moyens ou qu'on est une entreprise et qu'on peut donner un petit peu à des associations comme ça, ça peut être une bonne option, mais à ne pas avancer comme un argument marketing, comme quoi
on est durable, on est écolo, parce qu'on fait ça. Eh bien, nous avons répondu à toutes les questions de nos fidèles auditeurs. Pour conclure, globalement, on voit que le tourisme durable, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout ce qu'on peut faire et pas ce que l'on doit faire. Et nous, ce qu'on veut faire avec le podcast, c'est de vous informer, que vous sachiez toutes les possibilités et que vous puissiez piocher celle qui vous convient le mieux, même si vous la faites qu'à 40%, ben, c'est mieux que 0%. Petit message de Élise du montage pour vous informer que la deuxième partie de cet épisode sera disponible sous forme d'épisode bonus à retrouver directement sur notre chaîne Le Verre à moitié plein. C'est un épisode où on réagit aux tendances du voyage 2024. Alors si vous aussi vous voulez réfléchir avec nous au voyage de demain, on se donne rendez-vous directement sur ce nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode du Verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.